Tous les jours, je me dis comment je peux devenir la meilleure version de moi-même. Tous les jours, comment je peux battre le Greg d'hier. Comment je peux être meilleur pour mes équipes, pour les gens qui m'entourent. Comment je peux être meilleur pour mes adhérents. Qu'est-ce que je peux leur apporter de plus. C'est ce qui me nourrit. C'est de dire, voilà, il y a encore un mec à abattre, c'est toi-même. C'est ton ancienne version. Et il faut que ton ancienne version, elle rougisse de honte quand elle te rencontre, tu vois. Faut pas juste la battre, il faut l'exterminer, il faut l'atomiser, tu vois. C'est qu'elle veut pas te rencontrer, en fait. Il y a également une étude, je crois, du MIT qui dit que notre rémunération peut grimper de 70% en fonction des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc moi, j'ai toujours tout fait pour essayer de côtoyer, autant qu'il m'était possible de le faire, des gens de qualité. C'est pour ça que j'ai fait intervenir des fonds d'investissement, la BPI, IK Partners, qui est l'un des plus gros fonds d'Europe, parce que ça me permet de côtoyer des gens que je n'aurais peut-être pas pu côtoyer dans d'autres circonstances. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous accueillons Grégory Régoubi, président du groupe Plus que Pro. On est en direct, donc tout va bien. Donc alors je vais le faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors Grégory Régoubi, c'est qui en fait? Grégory Régoubi, c'est 300 personnes, c'est 300 collabs, c'est 40 millions d'euros de capital social, c'est 1,2 milliard d'euros générés pour les entreprises qui adhèrent à ton système. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de récompenses, dont la dernière entrepreneur de l'année en 2024. Mais je voudrais, avant que tu nous expliques en 2 mots ce que c'est que Plus que Pro, c'est te dire un petit peu ce que je lis, ce que j'entends et ce que je vis, moi, ça fait 20 ans que je te connais, de toi. C'est quelqu'un qui est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui est humain, qui est passionné, qui est exigeant. Tu te reconnais là-dedans ? Écoute, je ne sais pas si je me reconnais, mais le plus important, c'est le regard que les autres portent sur moi. En clair, c'est ce que j'arrive à véhiculer. Et c'est ce que je permets aux autres d'avoir, peut-être comme trajectoire, comme idée, comme initiative. L'idée, c'est comment je peux inspirer les autres à ma manière. Chacun prend ce qu'il souhaite, chacun prend ce qu'il veut, dans les justes mesures ou dans les bonnes proportions qui leur semblent être, nécessaires ou utiles. Et après, de toute façon, de mon regard, on n'en fait jamais assez. Donc, je ne fais pas attention à tout ça. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je pense qu'on est tous l'élève de quelqu'un. Je pense que le pare-brise est plus gros que le rétroviseur, donc je préfère regarder devant que derrière. Mais ceci dit, quand tu le présentes, ça a l'air sympa. Ok, alors est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est que Plus que Pro? Alors Plus que Pro, c'est un label, c'est une audience, c'est un logiciel. Clairement, ce que l'on permet, c'est aux entreprises qui ont du savoir-faire de le faire savoir, parce qu'on est rentré dans un monde de preuves. Il y a aujourd'hui plus d'avis clients déposés sur Terre chaque année que d'habitants. Donc nous, on y a cru déjà il y a plus de 10 ans. On avait conscience que l'avis client était ou allait devenir un phénomène de société, plus qu'un levier marketing comme ça l'était à l'époque, parce que quand on a commencé à en parler il y a 10 ans, tout le monde était convaincu que le gadget était sympa, que le gadget était utile, et nous on était convaincus que ça allait devenir bien plus. Et c'est devenu le baromètre, l'indicateur de confiance pour les consommateurs. Maintenant, quand on remet un tout petit peu les choses à plat et quand on revient un peu en arrière, on comprend aisément pourquoi. Les marketeurs ont rivalisé d'imagination pour tout promettre à tout le monde. Sauf que même un enfant de 8 ans sait que quand il voit un Playmobil courir à la télé, en réalité, ce Playmobil, il ne court pas. Les Actimel, pour ne pas les citer, ces alicaments censés soigner vos maux gastriques, le linge plus blanc que blanc, les produits lessiviels, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bref, on a tout promis aux gens. Sauf que la réalité est complètement différente. Quand un consommateur commande une piscine, on lui livre une baignoire et seulement 50% des Français sont satisfaits des travaux et des ordres qu'ils donnent aux entreprises. Donc cette dichotomie entre ce que les professionnels pensent et ce que les consommateurs reçoivent n'a que trop duré dans un monde où il manque à peu près 500 € à un foyer moyen pour vivre confortablement. Donc peut-être pour finir, ce que les gens oublient, c'est que se tromper est un luxe de riche. Et aujourd'hui, le consommateur, le Français moyen, il n'a pas les moyens de se tromper. Donc nous, on est là, on est cet indicateur de confiance permettant à des consommateurs qui veulent investir leur argent au bon endroit et aux professionnels méritants qui ne savent pas comment le faire savoir, on est là à l'équivalence d'un mythique pour faire en sorte que la magie opère. Après, Plus que Pro, c'est une audience. On touche entre 18 et 20 millions d'internautes, un Français sur 5 chaque année. Puis, pour finir, c'est un logiciel qui va traiter de A jusqu'à Z les mots principaux des petits patrons des entreprises, des TPME françaises. Donc devis, facture, avis client, gestion évidemment de l'e-réputation, centrale d'achat, comité d'entreprise, visibilité, cybersécurité. Tous les principaux points de douleur
qui ne peuvent être traités par un petit dirigeant. Et quand je dis petit dirigeant, très loin de moi l'idée d'être péjoratif, mais ce patron isolé, comme ils le sont tous, comme ils le sont trop, qui n'a que faire de toutes ces nouvelles technologies parce qu'il a beaucoup de problèmes sur le terrain et qui ne veut pas, à l'équivalence d'un enfant qui rentre de l'école, avoir encore des devoirs le soir. Et pour autant, ils sont trop nombreux à trop en avoir. Et donc nous, on intervient en conclusion pour ça, au travers de ce label, de cette audience, de ce logiciel. On intervient pour protéger la réputation, augmenter la rentabilité et faire gagner du temps en étant en conformité pour toutes les TPME françaises. En clair, Plus que Pro, c'est le label de l'excellence au service des points de douleur des petites structures? C'est ça, bien sûr. Okay. Pas seulement, mais bien sûr. Je reviens un peu en arrière parce qu'il faut quand même qu'on parle de toi, parce que l'objectif aussi de cette interview, c'est que tu donnes des clés de succès, des clés de confiance, des clés de leadership à tous ceux qui nous regardent et notamment à ceux qui sont là au niveau de l'académie, puisque tu as créé une académie il y a à peu près 3 ans. Je reviens en arrière. Grégory Régoubi, à 18-20 ans, c'est plutôt une tête brûlée, c'est plutôt quelqu'un qui a eu une enfance pas si simple que ça. C'est quoi le moment où tu te dis soit je bascule, soit je construis? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a eu un moment. Je ne sais pas si je me suis posé toutes ces questions. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler, je me suis dit que c'était le bon moment pour ne plus m'arrêter. Après, j'avais pris tellement de repos pendant mes cours que je débordais d'énergie. Donc ça, c'est sûr, si tant est qu'on puisse considérer il n'a pas changé. Que ce que j'ai fait soit un parcours. Mais je fais partie de ces gens qui, comme Steve Jobs le disait en ces mots, je considère que les études sont un frein à l'expérience. Alors évidemment, c'est à remettre dans un contexte, c'est à remettre dans une limite. On ne peut pas, à aujourd'hui, devenir médecin ou architecte sans études. Maintenant, devenir entrepreneur, faire du commerce, aimer les gens, soigner une douleur, je pense qu'on peut le faire au travers d'une expérience et je préfère les pratiquants aux théoriciens. Donc j'ai voulu le plus rapidement possible être un pratiquant. Après, c'est sûr que ce que je n'avais pas appris un jour, j'ai dû l'apprendre à un moment ou à un autre. Donc le choix que j'ai fait, c'est de me nourrir autant qu'il était possible de le faire de toutes mes rencontres. Alors justement, est-ce qu'il y a une ou deux ou plusieurs rencontres dont tu as envie de nous parler qui ont été marquantes et qui t'ont permis de progresser ou d'évoluer? Toutes les rencontres, je pense qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un. Pas dans la même mesure, pas dans les mêmes dimensions, les mêmes proportions évidemment, mais je pense que même un idiot, même un con peut avoir une bonne idée de temps en temps. Et donc il faut avoir la capacité, la lucidité d'extraire la bonne idée. Donc il faut avoir la lucidité de s'entourer des bonnes personnes, ce qu'on appelle le groupe dominant selon une étude d'Oxford où effectivement on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Il y a également une étude, je crois, du MIT qui dit que notre rémunération peut grimper de 70% en fonction des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Ce qui est assez logique, quand on côtoie des gens d'un certain niveau, on est obligé de s'élever si on veut rester dans ce groupe à un certain niveau. Donc à l'équivalence d'un joueur moyen, si on le met dans une grande équipe, à force de s'entraîner avec des joueurs qui sont meilleurs que lui, il va devenir meilleur, si tant est qu'il en fasse les efforts. Donc moi j'ai toujours tout fait pour essayer de côtoyer autant qu'il m'était possible de le faire, des gens de qualité. J'ai toujours essayé de m'entourer de gens ayant un parcours, ayant une réussite, ayant une singularité et de m'en nourrir autant que possible. C'est pour ça que j'ai fait intervenir des fonds d'investissement, la BPI, IK Partners pour ne pas les citer, qui est l'un des plus gros fonds d'Europe, parce que ça me permet de côtoyer des gens que je n'aurais peut-être pas pu côtoyer dans d'autres circonstances. Donc le conseil que tu nous donnes finalement, c'est savoir s'entourer. Ah oui. Et c'est travailler. Ouais. Et aussi peut-être aller chercher plus la difficulté que la facilité. Est-ce que tu crois que la chance, elle se provoque ou finalement c'est le fruit du hasard? Je pense que la chance est utile quand on veut faire un peu de fausse modestie. Donc je pense que beaucoup l'utilisent et c'est sympa et je le fais de temps en temps aussi. Bon, pour éviter d'être trop prétentieux, on dit j'ai eu de la chance et c'est pas tout à fait faux. Je pense que la chance que l'on a, c'est d'être dans un pays où tout est permis. La chance que l'on a, c'est d'être en bonne santé, même si là aussi on peut aider sa santé. Quelqu'un qui mange bien, qui fait du sport, qui dort bien. Enfin voilà, on peut mettre toutes les armes de son côté, comme on peut ne rien faire. On a tous l'exemple de quelqu'un qui a fumé des gitanes toute sa vie et qui est devenu centenaire. Sauf qu'il y en a 1 sur 1 milliard. Donc en réalité, je pense que la chance, c'est le travail fois la méthode. Le tout avec un engagement sans compter et sans proportion. Parce qu'il faut être disproportionné dans son engagement. C'est pour ça qu'il faut être fou pour réussir. Parce que si on n'est pas fou, on s'arrête. Si on est rationnel, on s'arrête avant. On ne dit c'est pas logique, c'est trop. Justement, est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des craintes? Est-ce que tu as eu des doutes? Comment tu as rebondi face à ça?
Des doutes, j'en ai tous les jours. J'ai jamais douté de moi et je ne doute pas de moi. Peut-être parce que je suis trop con pour avoir effectivement cette forme d'intelligence, peut-être, ça peut être ça. C'est une leçon à retenir. Hein. Mais par contre, je me remets en cause tous les jours. Tous les jours, je me dis comment je peux devenir la meilleure version de moi-même. Tous les jours, comment je peux battre le Greg d'hier. Comment je peux battre le Greg de la semaine dernière. Comment je peux battre le Greg du mois dernier. Comment je peux être meilleur pour mes équipes, pour les gens qui m'entourent. Comment je peux être meilleur pour mes adhérents. Qu'est-ce que je peux leur apporter de plus. C'est ce qui me nourrit. C'est de dire, voilà, il y a encore un mec à abattre, c'est toi-même. C'est ton ancienne version. Et il faut que ton ancienne version, elle rougisse de honte quand elle te rencontre, tu vois. Faut pas juste la battre, il faut l'exterminer, il faut l'atomiser, tu vois. C'est qu'elle veut pas te rencontrer, en fait. Elle est sur le ring, elle repart au vestiaire. Elle repart, elle dit non, c'est trop. C'est ça ton fil conducteur? Ah moi, ouais, moi je veux m'exterminer tous les jours, moi. Tous les jours. Tous les jours. Le Greg d'hier et le Greg d'aujourd'hui, c'est quoi la différence? Il te supporte, donc il a une sagesse de ouf. C'est réciproque. Mais non, c'est un Greg qui a fait plus de kilomètres, c'est un Greg j'ai fait plus de trajets, donc j'ai plus d'expérience. On dit souvent le jeune va vite et l'ancien connaît le chemin. Je ne suis pas encore un ancien, donc j'ai encore, comme on le dit, la force de l'âge, du moins j'en suis convaincu et je fais tout pour. Mais j'ai plus d'expérience, j'ai fait plus de choses. Alors voilà, on dit aussi l'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui éclaire le chemin parcouru. Donc c'est vrai que sans faire le philosophe ou le philosophe, il faut évidemment faire attention à ça. Parce que déjà le monde change tellement, à l'équivalence des placements financiers. On dit souvent que les résultats de passé ne présagent en rien des résultats à venir. Et avec l'arrivée de l'IA et avec le monde de demain, c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire que les échelles de valeur ne sont plus les mêmes. Oui, on a déjà eu des révolutions industrielles, on a déjà eu l'électricité, la machine à vapeur. Mais l'IA, c'est beaucoup plus puissant, on ne va pas à la même vitesse. Et je pense que les gens ne sont pas prêts encore par rapport à ça, ou du moins, les gens n'ont pas intellectualisé le fait que oui, le monde va changer, mais demain. Pas la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Demain. C'est-à-dire que c'est dans une échéance temps qui est beaucoup plus courte que les gens l'imaginent. Et donc les gens se laissent le temps, alors que ce temps-là, ils ne l'ont plus. Ils ont conscience que quelque chose est en train de se tramer et que le monde de demain n'est plus forcément celui d'aujourd'hui, mais ils ne s'attendent pas à ce que ça aille si vite. Et aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Les succès, les échecs. Et donc, pour donner un dernier conseil, puisque tu m'en parlais, tu m'en demandais, je pense que le Greg d'aujourd'hui, il a aussi conscience que quand je gagne, je monte pas très haut, et quand je perds, je descends pas très bas. En fait, je pense que le Greg a appris à être très linéaire. Donc, je gagne. C'est une qualité pour toi? Ouais, c'est nécessaire. Ouais. C'est presque plus qu'une qualité, c'est nécessaire. Il faut avoir cette capacité à se dire je viens de gagner le match, mais il y a un match dans 3 jours. Tu utilises souvent le mot résilience. Oui. Ça veut dire quoi pour toi? Je sais pas, mais je trouve que le mot sonne bien, donc j'aime l'utiliser. Ok. J'en ai quelques-uns comme ça. J'irai chercher sur. Je comprends pas toujours ce que je dis, mais voilà, mais bon, c'est chantant. Mais on t'aime quand même. Non, je pense que oui, il faut. Moi, je suis dans une philosophie de vie où je considère que la vie ne vaut le coup d'être vécue que si on la vit comme on la souhaite. Voilà, j'ai toujours été un guerrier, je le serai toujours. Il y a une mission à faire, je fais la mission. Ma mission à moi, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir ma vie. Et de réussir ma vie, c'est d'être aligné entre ce que je souhaite, ce que je dis et ce que je fais. J'ai beaucoup de défauts, certes, mais il y en a un que j'ai pas, c'est le désalignement. Si je dis quelque chose, je fais ce que je dis ce que je fais. Okay. Et justement, par rapport à ça, tu parles aussi beaucoup de confiance, notamment dans ta façon de manager, qui n'est pas forcément la même et qui diverge en fonction des personnes. Tu es quand même quelqu'un de très proche de tes salariés. Comment tu arrives justement à inspirer la confiance auprès de tes salariés, auprès de tes partenaires? Et est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important? Bien sûr que c'est important, mais je ne le fais pas vraiment exprès. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, c'est d'être pour chacun ce que je voudrais que la personne soit pour moi si la situation était l'inverse. C'est-à-dire je traite un collaborateur comme je voudrais que le collaborateur me traite si sa mission à lui était de me faire grandir. Et ma vision, c'est qu'il ne faut pas vouloir faire grandir, il ne faut pas vouloir faire plaisir, pardon, il faut vouloir faire grandir, parce qu'à force de faire plaisir, on fait souffrir, alors qu'à force de faire grandir, à un moment donné, on fait plaisir. Donc moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, j'ai un discours de vérité et j'essaye d'amener autant qu'il m'est possible de le faire les gens dans cette direction-là. Maintenant, je sais que c'est difficile et je sais que quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que ce quelqu'un n'a pas envie de l'entendre, voilà, son cœur, son émotion
va lui dire l'inverse. Et c'est très difficile d'aller à l'encontre du cœur de quelqu'un. Mais c'est pour ça que ton cœur te met en danger. La tête, ton reptilien, il est là pour te refroidir, tu vois, il est là pour mettre un peu de glace sur tout ça. Et il est là pour t'éviter que tu traverses la route sans regarder à droite et à gauche. Et donc moi, j'essaye de parler au reptilien et au cortex de chacun. Mais je comprends qu'avec les émotions, avec l'énervement, avec l'agacement, avec la fatigue, avec des fois le bon moment, parce que quand on est en train de gagner, c'est difficile aussi de calmer quelqu'un et lui dire attention, le championnat n'est pas terminé. Donc c'est valable dans un cas comme dans un autre. C'est difficile de gérer ses émotions. Et je pense que l'un des sujets les plus importants, c'est la gestion de ses émotions. Peut-être plus encore que la gestion de son intelligence. On parlait beaucoup à une époque de quotient intellectuel. On en est revenu pour parler plus de quotient émotionnel. Et le quotient émotionnel, on voit quand même qu'au travers des gens qui réussissent, ils sont plus impressionnants dans leur capacité à gérer des émotions qu'à gérer ou à avoir du quotient intellectuel ou de la culture générale. Enfin, à choisir entre les deux, il vaut mieux prendre du quotient émotionnel. C'est mon regard. Ok. Tu as un exemple de confiance que tu as su redonner ou inspirer qui a fait basculer les choses à un moment important? D'exemples précis, non, mais je pense que de toute façon, des périodes difficiles, on en vit un certain nombre. Dans une vie passée, j'avais des sociétés dans l'amélioration de l'habitat, notamment dans les énergies renouvelables ou dans le photovoltaïque. On avait le tarif de rachat le plus élevé du monde. On est passé au tarif de rachat le plus bas du monde. Il y avait à l'époque 20 000 emplois dans la filière photovoltaïque en France. On est descendu à 2 000. Donc en fait, mais j'ai toujours rassuré les équipes sur le fait, comme aujourd'hui d'ailleurs, et en parlant, en répondant à ta question et en y réfléchissant en même temps, je trouve quelques exemples. Mais tu vois, aujourd'hui, l'IA est une inquiétude. On va expliquer à bon nombre de collaborateurs que l'IA est un allié et non un ennemi. Et beaucoup aujourd'hui commettent cette erreur, c'est que quand ils voient un ennemi, et quelque part c'est logique, ou tout du moins ce qu'ils identifient comme un ennemi, ils ont tendance à fuir. Et d'ailleurs ça c'est reptilien. C'est qu'en fait, le premier réflexe, c'est de dire bon ben voilà, ton cœur va commencer à augmenter son rythme, il va envoyer du sang vers les extrémités et il va te mettre en alerte pour que tu puisses courir. Mais en fait, il ne faut pas voir l'IA comme un ennemi, il faut la voir comme un allié. Mais c'est compliqué de te dire, quand tu vois l'IA qui fait plus vite et mieux que toi, c'est compliqué de te dire que l'IA ne va pas te remplacer. Donc comment l'IA fait et comment toi tu traites l'IA pour qu'elle te permette à toi de devenir justement la meilleure version de toi-même. Tu vois, on en revient effectivement à ça. Mais si tu t'opposes, tu vas casser. Parce que la balle est déjà perdue. Tu ne pourras pas dire non mais moi je veux rester à l'ancienne, je refuse l'ordinateur, je suis sur le boulier et je suis le patron d'IBM qui dit il n'y aura jamais d'ordinateur portable à domicile. C'est des postures, on l'a vu, l'histoire nous l'a montré, bon, qui amènent à la perte. De dire on est taxi, il n'y aura pas Uber, on est médecin, il n'y aura pas Doctolib, on est les hôteliers, il n'y aura pas Booking. Enfin, ces combats-là, on les a vus des centaines ou des milliers de fois. Ils ont été à chaque fois perdus. Donc faut pas se tromper de combat en fait, c'est ce que tu es en train de me dire? Il ne faut pas se tromper de combat. Et je pense que dans certains cas, là aussi pour reprendre une image forte, c'est que le meilleur n'est pas celui qui gagne le combat, mais celui qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de combat. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui, parce qu'ils ont une force ou parce qu'ils ont une énergie, mènent des combats, même les gagnent, mais ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils auraient pu faire s'ils n'avaient pas mené ce combat. Et ça, c'est le problème de l'analyse. C'est de se dire, ouais, mais j'ai fait quelque chose, je te donne 10, tu me rends 20, est-ce que tu as gagné? Et ça, c'est quelque chose que tu fais au quotidien? C'est quelque chose qui se transforme au quotidien? C'est quelque chose qui se transmet au quotidien? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui nous regardent justement et qui sont en train de suivre nos formations ou en train de te suivre tout court? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ça? J'ai envie de leur dire que déjà, il faut que chacun se pose sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qu'il a envie de devenir et sur sa propre définition de la réussite. Je pense que j'encourage, mais là encore, je reprends des propos qui sont connus, hein, donc je n'invente rien, je ne suis pas très original en ce sens. Mais je pense que beaucoup d'autres. J'essaye, mais je pense que de toute façon, le sujet n'est pas toujours d'être original. Et il faut parfois revenir à des fondamentaux. Et si les fondamentaux sont là, il ne faut pas toujours se dire « ouais, non, mais je vais tout réinventer. Tu vois, la roue du vélo, je vais la rendre carrée parce que ça n'a pas encore été fait. » Peut-être aussi que ça n'a pas été fait parce que c'est débile. Donc à un moment donné, si ça fonctionne, il ne faut pas toujours réinventer le fil à couper le beurre. Et donc réussir sa vie, c'est quoi pour chacun? Et je pense qu'il faut se donner ses objectifs, je pense qu'il faut les noter, parce que souvent on dit l'écrit est sacré et c'est un bon moyen de poser les choses, même intellectuellement, de bien les mémoriser. Et après, il faut se dire
qu'est-ce qui semble être atteignable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est impossible, qu'est-ce qui va être difficile mais possible, et après se donner des échéances, se laisser le temps. Je pense qu'une erreur commune que beaucoup de gens commettent, c'est de surestimer le présent et de sous-estimer l'avenir. Tu vois, de la même manière que je te parlais tout à l'heure de « je te donne 10, tu me rends 20 », il faut accepter que ça puisse être une erreur. Il faut accepter que ça puisse être ta plus grosse défaite. Mais les gens ne sont pas prêts à comprendre que « mais attends, je t'ai donné 10, tu me rends 20, j'ai gagné 10 ». Non, peut-être que si tu les avais mis ailleurs, tu aurais eu 1000. Donc en fait, ton problème, c'est que tu as perdu 980. Tu as gagné 10, mais tu as perdu 980. Mais ça demande de prendre de la hauteur. Ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement? Ouais, je pense que là, on revient sur le think out the box. Il faut sortir du cadre. Et il ne faut pas réfléchir comme on t'a appris à réfléchir. Il faut essayer justement de regarder les choses sous un angle différent. Il faut se nourrir des gens qui t'inspirent. Après, c'est à chacun de décider qui l'inspire ou qui ne l'inspire pas, en fonction justement de ce que tu souhaites faire. Tu prends l'univers du sport, tu as des gens qui idolâtrent Messi, qui est un talent né. Donc de ce que les spécialistes disent, tu te dis bon, il est né comme ça le mec, hein, donc en fait il prend un ballon, il a de la colle au pied, c'est comme ça. Un Ronaldo semble être un profil différent de la part des spécialistes, c'est une réussite qui semble être plus construite, plus mécanique. Donc en fait, il s'est dit de quoi j'ai besoin d'un cuisinier, j'ai besoin d'un kiné, j'ai besoin d'un préparateur physique, donc je vais surdoser le sport. Mike Tyson, tu te lèves à 5 heures, je me lève à 4 heures, tu te lèves à 4 heures, je me lève à 3 heures. Ce sont des réussites qui ont été construites. Donc tu as des gens qui à un moment donné comptent sur une certaine forme de talent ou de chance, on en revient à notre échange de tout à l'heure, et tu as des gens qui disent mais tout ça pour moi ça n'existe pas. On a tous un quota de chance en fait, on a tous le même, on n'a pas de chance ou de malchance. J'ai exclu la maladie, les aléas de vie, je reste dans un cadre à peu près normal. Mais dans un cadre à peu près normal, on a eu la même quantité de chance, on n'en a juste pas fait la même chose. Certains avec du nucléaire font de l'électricité, d'autres en font des bombes. Bon ben voilà, tu prends un morceau de métal, certains en font des boulons invendables ou qui valent 0 et quelques centimes pièce, d'autres en font de l'horlogerie fine et vont vendre ça à des dizaines de milliers d'euros. Donc en fait le problème ce n'est pas le métal ou effectivement le produit de départ, c'est ce que toi tu en fais. Mais pour en faire quelque chose, il faut déjà que tu en aies la vision et avant même la vision, il faut que tu en aies l'envie. Tu as des regrets? Non. Aucun? Non, parce que bien sûr, il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire, beaucoup d'ailleurs, et je continue de me tromper, hein, je me trompe tous les jours. Il faut l'accepter ça, de se tromper selon toi pour réussir? Bah oui, il faut être lucide d'ailleurs, il ne faut pas se croire, c'est comme la peur ou le courage. Moi j'ai peur de beaucoup de choses, mais j'ai le courage de le surmonter. Celui qui te dit qu'il n'a pas de peur, c'est un sociopathe, hein, et qui dit voilà, moi j'ai peur de rien, lui il est vraiment dangereux. Donc bien sûr qu'on a tous des peurs, par contre on n'a pas tous la même capacité à dominer sa peur. La même manière pour les regrets, je ne vis pas dans le passé. Donc à un moment donné, de toute façon, hier n'est plus, demain n'est pas, donc j'ai aujourd'hui. Donc moi je me démerde à vivre sur aujourd'hui et à faire en sorte que aujourd'hui soit la plus belle journée possible. Et à faire de cette journée le meilleur ingrédient possible au service de la conquête de mes objectifs et de mon projet. Mais le passé, il est là où il est. Maintenant, est-ce que j'aurais pu faire des trucs mieux? Oui, bien sûr. Et ta vision de demain, c'est quoi? Ma vision de demain, c'est une vision particulière dans le sens où je suis très excité du monde qui arrive. Parce que tu dis on va traiter des cancers, on va pouvoir soigner des vies. Tu prends Elon Musk qui parle dans 6-12 mois, de redonner la vue à des aveugles. Waouh, tu dis incroyable. Tu prends les nouveaux traitements contre le cancer. Bon là, toutes les semaines, tu lis une innovation sur le cancer du côlon, des poumons. Enfin bref, on voit que l'IA au service de la médecine va changer et va sauver des vies qu'il était impossible de sauver il y a quelques semaines ou quelques mois encore. Ça, c'est incontestable. D'un autre côté, l'IA, c'est une boîte noire et pour la première fois de notre vie, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on a construit une bombe, on ne sait pas où est le détonateur, on ne sait pas où est l'uranium, on ne sait pas où sont les câbles, on ne sait rien. On donne une information à l'entrée, ça te sort un résultat à la sortie et puis tu espères qu'on soit aligné. Alors combien de temps on va être aligné avec les intérêts de l'IA? Pendant combien de temps l'IA va comprendre et va accepter d'être à notre service? Combien de temps on va être le maître avant d'en devenir l'esclave? Il y a une zone de risque. Maintenant, on part du principe que
Dans 90% des probabilités, l'IA va bonifier notre monde. Et il y a 10% de chance ou de malchance que le dossier il parte un peu en sucette. Donc, j'ai une forme d'inquiétude pour ma fille, pour les nouvelles générations, pour la vie en général, que le système ne déborde pas. Maintenant, il déborde déjà beaucoup aujourd'hui, donc bon, dans l'absolu, il y a des choses à améliorer. Et, on a pu retrouver une fille qui avait disparu il y a plus de 20 ans, en quelques heures en Allemagne, grâce à l'IA. Bon, mets-toi à la place des parents, alors même si on ne peut imaginer la souffrance d'avoir perdu sa fille pendant 20 ans, mais de te dire que grâce à l'IA, on a pu faire en quelques heures ce qu'on n'avait pas pu faire en 20 ans, ça, je trouve ça extraordinaire. Alors justement, tu parles de ta fille. Je vais venir sur le sujet pour une raison simple, c'est que tu es un entrepreneur, tu travailles énormément, tu es focus, tu es engagé. Enfin, je veux dire, je le vis avec toi au quotidien et avec d'autres d'ailleurs. C'est vrai que ta route, elle est tracée et tu deviens papa. Il y a 3 ans. Ça a changé quelque chose pour toi? Ça change toujours, plus qu'on ne le pense. Parce que même si, et notamment les gens qui ont mon parcours, et ils sont quand même nombreux, on se dit savoir beaucoup de choses et c'est pas tout à fait faux. Parce qu'on a quand même engendré et pu cumuler un certain nombre de succès, sans fausse modestie. Donc on est fort de nos convictions, on est fort de nos certitudes, même s'il faut savoir prendre du recul, j'en parlais tout à l'heure. Donc on se dit, ouais, bon, on imagine à peu près ce que ça va être. Mais c'est quand même plus fort que ce qu'on imagine. Donc, mais ça aussi, on le sait. Donc je ne suis que moyennement surpris. Parce que je savais que la vision que j'en avais à l'époque était éloignée de la réalité. Parce que justement, c'est le cœur qui parle. Donc tu sais que ça va être beaucoup plus fort. Mais tu l'as quelque part intellectualisé. Maintenant, on m'avait dit, tu travailleras moins, tu verras, tes priorités changeront. Non, je voulais être un exemple pour ma fille avant même qu'elle soit là. Donc dans l'absolu, je considère que même le chemin que j'ai pu tracer avant, il participe à ce que je suis et il a participé ou il participe à ce qu'elle va devenir. Donc je suis content de l'avoir fait. Et justement par rapport à ça, si tu as, je sais pas, une leçon unique ou quelque chose que tu as envie de dire à ta fille, elle n'est pas encore en âge de le comprendre, quoi qu'elle comprend beaucoup de choses. Mais aux jeunes générations, est-ce que tu as quelque chose à leur dire justement pour l'avenir, une vision d'avenir? Quelque chose d'important pour eux qu'ils ont à construire ou un combat qu'ils ont à mener ou à pas se tromper ou quelque chose d'important qui pour toi a fait la différence? J'ai pas la prétention de dire que ce que j'exprime soit valable pour tout le monde. D'or, c'est ma conviction de l'instant, c'est que ce que je t'exprime, c'est ce que je pense, sans filtre, avec transparence, comme à mon habitude. Je l'ai dit au départ et je le confirme. Chacun prendra en fonction de ce qu'il estime être bon ou moins bon, j'irai les tips ou les logiques qui leur conviennent. Je pense qu'on mène aujourd'hui, et c'est ce que je t'ai exprimé tout à l'heure, et je reste un peu sur ma droite ligne, je pense qu'on mène trop de combats inutiles et qu'on a aujourd'hui des difficultés à juger et à jauger de ce qui a vraiment de la valeur et de ce qui n'en a pas. Je pense que si le monde faisait un peu plus d'efforts pour comprendre que quand tu as gagné 10, bah, c'est une faute ou une erreur parce que tu aurais pu gagner 1000, je pense que si on était un peu plus ambitieux, ça irait mieux. Je pense que voilà, c'est aussi un peu le système français, sans décrier, sans critiquer quoi que ce soit. Mais on se retrouve dans un schéma où aujourd'hui, on cotise pour une retraite et on attend tous que l'État nous paye notre retraite. C'est vrai. Bon, et on se dit, ben, je vais donner de l'argent à un État déficitaire et j'espère que dans 30 ans, il sera plus déficitaire et qu'il sera capable de me redonner l'argent que je lui ai donné pendant 40 ans. Sachant qu'en moyenne, si on analyse les chiffres froidement, parce qu'il faut toujours les analyser froidement, si tu cotises bon an mal an 40 années de ta vie sur un salaire d'à peu près 3 000 €, tu auras payé 550 000 € de cotisation. Si tu dépasses l'espérance de vie, donc à compter de la retraite, on va te rendre à peu près 450 000 €. C'est-à-dire que si tu vis bon an mal an entre 17 et 20 ans après ta retraite, on va te rendre 20% de moins, 100 000 € de moins que ce que tu as versé pendant 40 ans. Bon, moi, je suis encore assez surpris qu'on puisse accepter ce système et qu'on se batte pour qu'il dure. Donc là, on me dit, ouais, moi, je vais me battre pour que tu me redonnes 20% de moins que ce que je t'ai donné dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et tu peux voir des jeunes qui vont dans la rue et qui disent, on va se battre pour la retraite. Ça n'est pas ma vision. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre que si tu me rends 20% de moins dans 40 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, que je puisse être content et que je me batte pour ça. Surtout que si tu reprends l'érosion monétaire et la réalité du pouvoir d'achat de cette même somme en valeur absolue dans 30 ans, bon, tu as perdu plus que 20%. Donc tu es en train de te battre pour un truc
ou tu as perdu avant de commencer. Est-ce que tu te rends compte que ton discours, depuis tout à l'heure, et moi j'ai l'habitude, mais ton discours depuis tout à l'heure, il est disruptif. Est-ce que tu en as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience en fait que tout ce que tu dis, les gens te regardent en fait comme un extraterrestre? Parce que même si tu dis des vérités, et je suis bien placée pour le savoir, les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ça? Rien, qui n'écoute pas. Comme moi. C'est un méchant. Je m'en fous. Non, mais j'adore tout le monde, mais je m'en fous. Chacun fait de sa vie ce qu'il souhaite. Ben, voilà, c'est écrit sur les paquets de cigarettes que fumais-tu. Enfin, tu vois, si tu dis à un moment donné, quand tu fumes, tu as une chance sur 2 de mourir. Chaque mec qui va acheter son paquet, et un Special One et un bisou à tous ceux qui fument, mais mec, ils disent c'est pas moi. Celui-là, je l'ai pas comme défaut, hein, j'en ai d'autres. Nombreux. Oui, je sais. Mais donc tu rentres à 2 dans le tabac et tu te dis, en achetant le paquet, tu es à 2, tu vois. Donc tu te bats pour être le premier ou le deuxième et qu'importe. Tu te dis, il y en a un des 2 qui doit mourir. C'est facile, hein, 50%. Mais tu dis, c'est lui, c'est pas moi. Et là, en fait, tu dis, non, c'est sûr. Par contre, tu vas jouer au loto où tu as une chance sur des dizaines de millions de gagner. Et là, tu te dis, c'est moi. Donc quand il s'agit de gagner, tu te dis une chance sur 10 millions. Et putain, là, je mets double dose. Tu vois, je prends le combo. Et quand tu dis c'est à cigarette, tu as une chance sur 2 de mourir, tu dis c'est pas moi. Bon, cette géométrie variable, incontestablement, alors mes excuses pour l'exemple basique que je donne, mais ouais, c'est des choses que je suis trop rationnel pour comprendre ça. C'est qu'à un moment donné, ouais, tu peux prendre ton destin en main, qu'on puisse ou qu'on ait pu fumer il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand on nous distribuait les cigarettes, ou il y a 50 ans, en pleine guerre du Vietnam, il y a des choses que je veux bien comprendre. Mais aujourd'hui, alors que c'est écrit sur tous les paquets qu'on continue, c'est moins facile à intellectualiser. Et donc je pense qu'il y a des choses qui doivent être revues. Regarde, la nourriture industrielle, enfin c'est dégueulasse. Tu as des applications. Tu prends n'importe quelle application, tu vois que la moitié des produits, c'est cancérigène. C'est écrit dessus. Et tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Donc à un moment donné, tu dis, on reste dans un système où tant que je te dis ce que tu as envie d'entendre, tout va bien. Et si j'ai le malheur de te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre, ton cerveau va tout faire pour déconstruire ce que je t'ai expliqué. C'est-à-dire que tu vas commencer à trouver tous les arguments comme quelqu'un de droite qui ne va que lire des journaux de droite. Comme quelqu'un de gauche qui ne va que lire, bon, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, mais donc tu ne vas que chercher des informations, aussi stupides soient-elles, qui vont confirmer ton raisonnement. Bon ça, pour moi, si je devais véhiculer qu'un message, c'est celui-là. C'est arrêter d'essayer d'aller dans le sens de la rivière. Enfin, il n'y a que les saumons morts qui remontent la rivière dans le sens de la rivière. L'avion décolle face au vent, le saumon remonte la rivière. C'est qu'à un moment donné, si tu ne comprends pas que tu te construis dans l'opposition, et que si le seul combat que tu veux mener, c'est de te dire que tu as raison, bon là, je pense qu'on est en danger. Ok. Ton projet d'avenir, c'est quoi? Continue à faire ce que je fais. En mieux? Ouais, mieux, bien sûr, il faut toujours faire mieux. C'est possible? Bah oui, bien sûr, on est tous le petit de quelqu'un. Moi, je suis le petit de plein de monde. Donc, on est soi-disant 100e start-up française, on est 32e éditeur de logiciels français, donc t'en as 31 devant. Donc déjà, si on est 100e start-up française, même s'il y a 1 million de start-up, tu peux te dire, bon, il y en a 999 900 derrière, mais il y en a encore 99 devant. Bon, faut atomiser les 99. On y arrivera ou pas? Et qu'importe d'ailleurs, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le chemin est encore plus beau que la destination. Donc peut-être que le jour où on y sera, tu dis ouais, mais maintenant, voilà, tu as ton 5e ballon d'or, je pense qu'il a moins de saveur que le premier. Ou surtout, que le trajet que tu as fait pour avoir le premier. T'as le feu sacré? Ouais, je sais pas ça, je le dirais mon dernier jour, si je peux, je ferai peut-être cette analyse-là. Pour l'instant, du moins, je mets toutes les chances de mon côté. J'ai de l'énergie, je fais tout pour la conserver. Même s'il faut toujours être très respectueux par rapport à ça. Donc j'essaie de mener les bons combats, ceux qui comptent, ceux qui ont du sens. Mais feu sacré, je sais pas, on verra dans 50, 60 ans ou plutôt dans 100 ans puisque on parle d'immortalité, donc je vais essayer de jouer cette carte-là. Si tu avais une baguette magique là tout de suite, tu changerais quoi? Je te rendrais logique des fois. Ça, c'est plus une baguette magique. Ouais, là, il faut les 3 tours de la lampe, les 3 pour... Mais alors, ça va à contrario de tout ce que tu as dit parce que tu me gardes. Ouais, mais parce que déjà parce de la gentillesse. Que charité chrétienne, c'est important ça. d'en avoir. C'est important de se donner des challenges qui sont quasiment impossibles. Je suis un challenge. Tu es mon Kilimanjaro. Ok. Et j'y vais en claquette. C'est beau, faut pas que ce soit trop simple. Voilà, c'est ça. Donc, tu vas en claquette? Oh merde. Ouais, j'y vais en claquette. Alors, des fois, c'est le sentiment que tu me donnes. C'est vrai. Mais non, baguette magique. Hein. je dis ça, je dis rien, mais. Baguette magique, non, je sais pas. Je pense que
j'essaierai de faire en sorte que les gens aient plus d'énergie, plus d'envie. J'essaierai d'aider ceux qui en ont envie. Pas ceux qui veulent pas. Je ne voudrais pas forcément sauver tout le monde parce que je pense qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'en a pas envie. C'est la liberté de chacun. Hein. Si quelqu'un veut se jeter par une fenêtre, si c'est son choix, faut-il encore le respecter. Ce n'est pas ma philosophie, plutôt kamikaze que suicidaire, mais j'aiderai ceux qui le souhaitent. Le mot de la fin, Grégory? Qu'il n'y ait jamais de fin. Merci. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci, au plaisir.